Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau bulletin d'idées pour l'histoire, le bulletin numéro 23. On avance, on va probablement atteindre ou avoir atteint ce que j'estime être la moitié d'une saison avec environ 46, peut-être 48 vidéos par an. Donc encore une fois un très grand merci à chacun pour le pouce en l'air, les commentaires constructifs, les questions, hein, ça c'est très intéressant d'avoir des questions qui nécessitent peut-être des fois pour moi une recherche ou en tout cas de préciser mon propos. Hein. J'essaye d'être synthétique sur le format d'une demi-heure pour que cette vidéo soit le mieux référencée. Hein. J'insiste là-dessus, c'est le format d'une demi-heure, c'est surtout pour des contraintes techniques avec YouTube. Donc merci pour ces demandes de compléments ou ces questions sur mon propos. Merci pour les partages, merci pour les abonnements puisque ça continue de progresser. Merci à ceux qui ont compris qu'il fallait faire un geste pour nous soutenir si vous voulez voir d'autres documentaires d'ici la fin de l'année. Donc j'ai ouvert un canal via Tipeee pour permettre, pour ceux qui étaient rétifs à l'égard de PayPal ou qui savaient pas comment ça fonctionne, de pouvoir passer par Tipeee. Donc merci pour ceux qui sont allés faire un don sur ce canal-là. Merci surtout pour ceux qui ont décidé donc de faire ce fameux don récurrent, hein, je rappelle, plus de 4300 abonnés, 1 € par mois, et nous serions les rois du pétrole, si vous me permettez l'expression, pour faire des documentaires de qualité professionnelle et télévisuelle. Voilà. Donc je tiens également à vous dire que grâce donc à ces dons récurrents qui se sont installés sur Tipeee, il y en a aussi un ou deux sur PayPal. En les accumulant sur le temps d'un trimestre, hein, parce que le système, si j'ai bien compris, sur Tipeee, c'est que les gens là ont mis de l'argent au mois de février et il sera versé sur la chaîne fin mars. Donc le temps de cumuler ces sommes et en ajoutant, je l'espère, celles que vous aurez la gentillesse de faire passer dans les semaines qui viennent, on devrait fin mai avoir les fonds nécessaires pour faire un documentaire avec de nouveaux moyens techniques sur la bataille de Cambrai pour qu'il soit diffusé soit fin mai, soit début juin de cette année. Donc voilà un peu les perspectives. Si bien sûr il y a un afflux de dons massifs au cours du mois de mars ou au cours du mois d'avril, eh bien on ira tourner puisque je vous l'ai dit, là je suis dans une proximité géographique assez intéressante avec Cambrai. On ira tourner bien plus tôt dès qu'on aura les fonds pour pouvoir payer. Je vais pas vous le cacher, hein, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un drone pour faire des vues aériennes, et donc ça coûte un certain prix de faire venir quelqu'un de compétent, d'avoir aussi les autorisations bien sûr, et donc c'est pour ça qu'on vous demande de participer pour pouvoir ajouter à la qualité de ce qu'on a fait sur la Marne et qui vous attend plus, hein, je reste surpris et heureusement surpris, et des commentaires qui continuent d'arriver sur cette vidéo, et de l'engouement que vous avez manifesté pour le sujet et le format. Voilà, alors aujourd'hui, on va rester, entre guillemets, lié à l'actualité des dates anniversaires, non pas pour faire de la commémoration, hein, parce que vous l'avez compris avec la vidéo de la semaine dernière, c'est pas mon objectif, mais la semaine dernière, 21 février oblige, bien sûr, on était sur le 80e anniversaire de l'exécution des membres du groupe de Missak Manoukian, et on était aussi, on l'oublie un peu maintenant parce que le centenaire étant terminé, on a un peu mis de côté la Grande Guerre, on était sur l'anniversaire de la bataille de Verdun, du début de la bataille de Verdun. Et cette bataille a une particularité, c'est qu'elle est porteuse, alors ça a un peu diminué avec le centenaire, il y a eu un effet positif avec le centenaire, au niveau de l'historiographie,
mais on a longtemps parlé du problème de la saignée à blanc, hein. Vous m'avez entendu parfois sur d'autres canaux l'évoquer à l'égard de la guerre en Ukraine, mais là c'est là qu'est né ce terme, cette expression, en tout cas qu'elle est devenue populaire, hein. C'est donc la traduction de l'allemand Ausblutung, et donc l'idée s'est propagée que les Allemands avaient lancé une opération offensive sur Verdun à l'hiver 1916 pour saigner à blanc l'armée française. Alors, moi, quand je travaillais au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, on s'est intéressé à la problématique de Verdun en créant un site internet dédié au centenaire. Vous verrez, je vous mettrai le lien bien évidemment dans la description de la vidéo. Et dès le départ, j'ai voulu essayer de comprendre de quoi retournait cette notion, ce concept. Est-ce que c'était fondé? Est-ce que c'était un prétexte a posteriori? D'où venait éventuellement cette interprétation? Et d'essayer de comprendre si on était, encore une fois, dans ce que certains appellent, je pense notamment à la rédaction de Guerre et Histoire avec Jean Lopez, encore une fois, un mythe historique qu'il fallait dépoussiérer, sinon à rester prisonnier en permanence d'une historiographie qui complètement figée. Alors, le livre qui m'a permis d'aller le plus loin à l'époque, c'est le livre de l'historien américain Jankowski. Là encore, je vous mettrai en lien les références, parce que je pense qu'encore aujourd'hui, c'est le livre référence sur la bataille de Verdun, et surtout sur cet aspect-là. Parce que c'est le premier ouvrage. Alors c'est un historien américain qui est professeur d'université, je ne sais plus si c'est Yale ou Harvard, enfin vous voyez le niveau, et c'est le spécialiste américain de la période contemporaine pour la France. Et donc il a mené une étude vraiment très poussée sur cette question. Il n'y a pas que l'aspect de la saignée à blanc dans son ouvrage, hein, il y a plein d'autres aspects extrêmement intéressants. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un jour en refaisant, là encore, un documentaire sur la bataille de Verdun. Mais en tout cas, par rapport à cette problématique de la saignée à blanc et de ce mythe, c'est lui qui a été le premier à l'œuvre. Et moi, ce qui m'avait surpris, c'est que son livre datait d'avant le début du centenaire, et que, bien qu'il ait été traduit chez Gallimard, dans La Blanche, enfin dans l'équivalent de La Blanche pour les historiens, la publicité autour de ces travaux parmi les universitaires français, parmi les intervenants sur les plateaux télévisés, on voyait peu, voire pas, l'influence de ces conclusions. Alors ça me gênait beaucoup, parce que je me disais encore, bah voilà, on a affaire à cette historiographie qui est prise à la lettre par des universitaires qui sont peu compétents en termes de ce que les anglo-saxons appellent les military studies, les études militaires. Hein, je rappelle qu'en France, on est un des pays les plus pauvres en termes de bourses d'études par rapport à ça, par rapport à cette thématique, et on a des gens qui sont spécialistes de la Grande Guerre, mais qui ne sont pas spécialistes du fait militaire. Et donc ils vont vous parler des combats, ils vont vous parler de la guerre, mais d'abord et avant tout dans ses aspects politiques, sociologiques, mais pas dans l'aspect militaire lui-même. Et donc, ne comprenant pas, ce qu'est la stratégie, ce qu'est l'essence même du combat, c'est-à-dire de développer une tactique, etc., eh bien, on a affaire à des gens qui passent à côté. Je dis pas qu'ils sont incompétents dans les aspects qu'ils travaillent, mais ils passent à côté. J'ai été obligé un jour de faire une recension d'un livre sur la bataille de la Somme, écrit par deux universitaires de l'université Jules Verne d'Amiens. C'était une véritable catastrophe, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui sont donc maîtres de conférences, qui ont des habilités à diriger des recherches, et qui sont complètement à côté de la plaque sur le fait militaire, qui en plus font des traductions au ras des pâquerettes, skirmishes en anglais, ils vous traduisent ça par escarmouche, au lieu de parler d'accrochage comme on le fait dès qu'on parle d'histoire militaire moderne. Bon, donc
Verdun était victime déjà du même problème. Et on voyait bien que la façon dont on étudiait la bataille de Verdun dans l'historiographie française, on était sur quelque chose qui restait du domaine, voilà, le sacrifice des poilus, le sacrifice des soldats allemands, bien évidemment les conditions de vie catastrophiques dans lesquelles ils se sont retrouvés à combattre pendant cette bataille qui a duré donc quasiment toute l'année 1916, pendant 300 jours, où on a vu un bouleversement du paysage dans lequel elle s'est déroulée absolument terrifiant, mais sans rentrer jamais dans les conceptions stratégiques, dans les conceptions intellectuelles intellectuelles des états-majors pour comprendre pourquoi les Allemands se sont lancés là, pourquoi, quel était l'objectif, etc. Pas du tout. Alors que Jankowski, lui, s'était justement mis sur cette thématique, mais pas seulement, j'insiste, dans son livre, vous avez des pages entières qui sont extrêmement intéressantes sur la motivation des combattants, donc un aspect sociologique, et pas simplement sur l'aspect guerrier ou militaire. C'est une œuvre complète, c'est un ouvrage complet, et c'est ça que moi je reproche aux historiens français ou francophones, c'est de ne s'intéresser qu'à une partie. Qui plus est avec un biais très misérabiliste, ces pauvres poilus, ces pauvres soldats, etc. Sans jamais prendre en compte, comme le fait Jankowski, le fait qu'à certains moments, on a des fluctuations du comportement des combattants, et qu'à certains moments, les combattants se transforment en tueurs. C'est ça qui est intéressant aussi. Ce ne sont pas que de pauvres victimes. Alors vous me direz, ils sont peut-être à considérer comme des victimes à se transformer en tueurs, mais ça fait partie de la panoplie à étudier, et pas simplement les pauvres ils ont subi. Non, il y a des moments où les soldats des deux camps n'ont pas été tués que par l'artillerie des deux camps. Ils ont aussi été tués, certes dans des proportions bien moindres que par l'artillerie, mais ils ont été tués dans des combats au corps à corps, à la baïonnette, à la pelle de tranchée, au poignard, en se regardant dans le blanc de l'œil. Et donc on a eu des comportements de gens qui sont devenus je dis bien devenus momentanément des tueurs. Et ça, cet aspect-là, vous imaginez bien que côté historiographie française, c'est pas très politiquement correct, puis ça intéresse pas, parce que peut-être que ça ferait viriliste, etc. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'idée donc que développe Jankowski dans son livre par rapport à l'objectif allemand, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus subtil que cette idée simplement de dire voilà, l'armée allemande elle va saigner l'armée française en l'attirant à Verdun, qui est donc une ville symbole qu'elle voudra défendre à tout prix, et par le biais de la simple attrition on arrivera donc à contraindre les Français à lâcher prise, parce que dans le concept général qui sous-tend la pensée militaire allemande, j'ai pas pu en parler pour la bataille de la Marne, mais j'en profite aujourd'hui, c'est que la France est l'épée de la Grande-Bretagne. L'armée française est l'épée de la Grande-Bretagne. Les Allemands considèrent, non sans raison, que la France est en situation de légère soumission à la Grande-Bretagne sur le plan diplomatique avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, que son autonomie existe mais qu'elle est limitée. L'affaire de Fashoda l'avait illustré à la fin du XIXe siècle. Et donc pour les Allemands, à partir du moment où l'Angleterre rentre dans la guerre, et qu'elle est principalement active avec sa marine, malgré l'envoi donc de la British Expeditionary Force en France dès le début de la guerre, elle passe pour les Anglais pour quantité négligeable. Ils sont assez condescendants à l'égard de l'armée de terre britannique. Ils n'ont pas oublié tous les revers qu'elle a subis pendant la guerre des Boers. Je reparlerai d'ailleurs de la guerre des Boers à la fin, vous inquiétez pas pour le PDF. Et donc pour eux, la force avec laquelle l'armée impériale doit traiter, c'est l'armée française. Et on a vu avec la Marne à quel point l'armée française avait été capable de leur infliger un revers cinglant. Pas une victoire décisive et définitive, mais un revers cinglant. Et donc en 1916, on est donc presque à 2 ans après le déclenchement du conflit. Les Allemands ont été capables de repousser très loin en 1915 les Russes sur le front de l'Est, parce que n'oubliez pas, après la Marne et la course à la mer, les Allemands fortifient les lignes de défense sur le front occidental, et pour eux la priorité maintenant ça va être la Russie. Et en 1915,
sans que ce soit, là encore, une victoire stratégique définitive contre l'Empire russe, les Allemands ont pris l'ascendant sur le front de l'Est. Ils ont été capables de repousser l'armée tsariste très loin, ils ont récupéré quasiment l'intégralité du territoire polonais qui était sous contrôle russe, donc pour eux maintenant, il est intéressant de s'occuper du front occidental à nouveau. Et parce que sur le front occidental, il y a une nouveauté, c'est qu'on constate la montée en puissance, cette fois de l'armée britannique, qui va passer d'un corps expéditionnaire tel qu'il était en 1914, tout au long de l'année 1915, ses effectifs vont augmenter, et les Allemands savent qu'à un moment ou un autre, les Britanniques vont entrer dans une armée de conscription, et que là, la bascule des forces sur le front occidental risque de s'en trouver modifiée durablement. Donc, pour eux, il faut porter un coup immédiat à l'armée française, de telle sorte à ce que la coalition finalement soit brisée et que la France accepte des conditions de paix séparées avec l'Allemagne de la Grande-Bretagne. Donc, pour ce faire, le nouveau chef d'état-major impérial, le successeur de Moltke le Jeune, est un homme tout à fait compétent. C'est probablement le meilleur chef d'état-major de toute la guerre du côté allemand. Il s'appelle von Falkenhayn. Et lui, il a une véritable conception intellectuelle stratégique. Il le démontrera d'ailleurs à d'autres occasions un peu plus tard. C'est que ce qu'il souhaite, c'est forcer l'armée française à se fixer sur Verdun pour défendre Verdun, tout en contraignant l'armée britannique, qui est en train de monter en puissance en Picardie, à lancer prématurément une offensive contre les forces allemandes pour l'abattre. Parce qu'il sait que son niveau d'instruction et son niveau de compétence est bien inférieur à celui de l'armée française. Voilà le plan, l'articulation du plan de Falkenhayn à la fin de l'année 1915, début 1916. On peut penser que ce plan est conçu sur la base d'un certain nombre de renseignements quant au plan de la conférence de Chantilly de décembre 1915, conférence au cours de laquelle Joffre, avec tous les chefs d'état-major des armées alliées ou leurs représentants pour la Russie, ou l'Italie, puisque l'Italie, rappelons-le, est entrée en guerre en 1915 en changeant de camp et en ralliant les alliés, en quittant les empires centraux, l'alliance avec les empires centraux, on peut penser que Falkenhayn a des informations sur la stratégie que veut développer Joffre, à savoir donc une grande offensive française sur la Somme, soutenue par l'armée britannique à environ 35-40% du potentiel, et puis combinée avec une offensive russe, la fameuse offensive Broussilov, donc simultanément en juin 1916, et une offensive italienne éventuellement sur le front avec l'Autriche-Hongrie. On n'a pas la certitude que Falkenhayn avait un compte-rendu de la conférence, mais sa stratégie laisse à penser qu'il était au moins au courant par déduction ou par information, d'une partie du plan stratégique de Joffre. Plan stratégique à l'échelle de l'Europe, rappelons-le. Parce que les gens qui viennent vous dire Joffre c'est un nul, il a quand même conçu un plan stratégique qui a été presque efficace, on pourra en reparler une autre fois, mais qui n'était pas dénué d'intérêt. Et donc son idée, c'est ça, c'est les Français défendront Verdun coûte que coûte. Ils n'auront pas le choix, il y a le symbole, n'oublions pas, un Verdun, pour les Allemands comme pour nous, c'est le lieu de la séparation, de la division plutôt, la division de l'Empire de Charlemagne, notre ancêtre commun, pourrait-on dire, entre les peuples germaniques et les peuples francs. C'est là que son empire est divisé en trois au départ, avec la France, la Lotharingie et puis la Germanie. Et là, on sait que l'empire, l'idée de la Lotharingie a été éliminée par Louis XI en se débarrassant des Bourguignons. Et donc là, en plus, en attaquant cette ville-là avec le symbole du traité de Verdun de 843, on sait que les Allemands savent que les Français vont pas laisser Verdun tomber.
ce qui est tout à fait exact. Et alors, du côté français, c'est tout à fait stupide. Nous n'avions aucun intérêt à tenir cette ville. Aucun. D'un point de vue stratégique, c'est comme ce qu'on a pu voir aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, tenir Bakhmout, tenir Avdiivka coûte que coûte. La ville de Verdun, on aurait très bien pu l'évacuer, et le front aurait été rectifié, on aurait économisé des hommes, on n'avait aucune nécessité. Mais symboliquement parlant, on ne pouvait pas le faire. Et c'est pour ça que cette bataille a eu le prix exorbitant de près de 160 000 morts côté français, parce que on a dit non, peut-être que militairement ça n'a aucune utilité, mais si on lâche symboliquement, c'est un coup qui nous est porté, qui sera monumental. Donc, les Français, les Allemands savent que les Français vont jouer à ce jeu-là. Mais le but n'est pas de nous saigner, le but est de nous fixer et de nous obliger à investir des réserves de l'armée française dans ce secteur. Et Falkenhayn est convaincu que pour soulager Verdun, on va précipiter l'engagement de l'armée britannique dans l'Artois. Alors, il pense pas à la Picardie et à la Somme comme ce sera le cas au mois de juin. Hein, c'est donc là qu'on peut se dire qu'il n'a pas les comptes rendus de la conférence de Chantilly in extenso. Hein, mais on a vu quelques actions de l'armée britannique déjà en Artois ou alors dans le saillant de Ypres en mai 1915 notamment. Mais il se dit, voilà, les Alliés n'auront pas le choix, et donc l'armée britannique, qui est donc en cours de constitution après l'adoption de la conscription, hein, vous savez, avec la fameuse affiche de Lord Kitchener, We Need You, hein, Enlist, eh bien, Falkenhayn, il sait que, du coup, il y a 90% de chances pour soulager Verdun, Joffre va demander à Haig d'engager prématurément l'armée britannique dans une offensive en Artois, et là, il attend cette attaque pour battre l'armée britannique. C'est là l'articulation à plusieurs tiroirs, à plusieurs niveaux, qui montre donc qu'on est dans une pensée stratégique complexe, qu'on est face à un chef d'état-major qui maîtrise son sujet, et qu'on n'est pas simplement dans une idée complètement folle, sanguinaire, de dire, bah voilà, l'armée française va venir mourir sous nos canons et nos mitrailleuses à Verdun, on va la saigner à blanc, et on va gagner la guerre comme ça, en éliminant l'armée française. C'est pas du tout le cas. C'est par contre ce que ça va devenir. C'est ça qui est très intéressant, et c'est pour ça que le mythe est né. Hein, ça explique la naissance du mythe. C'est-à-dire qu'initialement, le plan ne prévoyait pas ça. Le plan donc prévoyait qu'on va fixer les forces françaises en profitant de l'aimant symbolique que représente la ville de Verdun. Ça va contraindre les Britanniques à lancer prématurément leurs forces en Artois avec une armée qui est instruite à 30 ou 40% au mieux, et qui donc va prendre, excusez-moi cette expression, une raclée face aux forces allemandes, qui n'auront plus qu'à contre-attaquer. Et on frappe d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on va éliminer les deux. On aura bien sûr fixé l'armée française qui perdra du monde à Verdun, c'est sous-entendu, mais ce n'est pas l'objectif principal. Et on mettra une claque à l'armée britannique de telle sorte à ce que, bah là, pour poser des conditions de paix favorables à l'Allemagne, il y aura plus qu'à à en faire la demande. Voilà l'idée. Hein, donc on est vraiment dans quelque chose avec une vision politique, puisque Falkenhayn présente tout ça au Kaiser et que le Kaiser donne son accord, donc donne ordre rétroactivement, mais c'est quand même lui le chef enfin c'est le chef de guerre, hein, vous savez, le Kaiser, il est le chef suprême des armées, et donc c'est lui qui valide ce plan que Falkenhayn doit mettre en application. Et donc on voit bien là, hein, si vous voulez un exemple de ce que c'est que de l'art opératif, alors là on est dans du proto-opératif, puisque Falkenhayn n'a pas une doctrine pour mettre ça, c'est son intuition, c'est son talent qui lui met ces idées-là sur la table. Mais on est vraiment dans le pouvoir politique décide de quelque chose, il faut contraindre les alliés occidentaux à une paix soit séparée entre eux avec nous, soit une paix globale si les deux sont battus. Et puis, voilà les moyens au combat pour parvenir à cet objectif stratégique, les opérations qu'on va mener pour obtenir cet objectif stratégique.
Le problème, c'est que la façon dont Falkenhayn va concevoir l'opération contre Verdun, l'opération Jugement, si ma mémoire est bonne en français, eh bien, c'est une opération qui va être malheureusement sous-dimensionnée en termes d'effectifs. C'est ça le problème. Et donc, la bataille va se transformer en bataille d'attrition. Et surtout, ce qu'on va constater, et c'est là aussi quand les gens vous disent Joffre, le nul, etc., c'est que Joffre va conserver tous ses nerfs, exactement comme pendant la bataille de la Marne, c'est-à-dire qu'au lieu de dire à Haigues, vous allez précipiter vos opérations offensives en Artois ou dans la Somme, puisque l'objectif français était d'attaquer dans la Somme, avec effectivement une proportion importante de troupes françaises. Le plan initial, c'est 60% de troupes françaises, 65% de troupes françaises et 35-40% de troupes britanniques. À la veille de l'attaque allemande à Verdun, on est sur ce rapport de forces investies par les deux armées sur cette offensive. Eh bien, Joffre va pas dire aux Britanniques dépêchez-vous, attaquez tout de suite. Non, il va prélever, il va modifier pendant 3 mois le rapport de force entre l'armée française et l'armée britannique dans l'offensive de la Somme, pour en faire une offensive à forte tendance britannique et à minorité, excusez-moi cette expression, à part moindre de l'armée française. On va finir par inverser presque, c'est-à-dire qu'on va avoir 65-70% de Britanniques et 30-35% de Français le 1er juillet 1916, et il va prélever au fur et à mesure les éléments qui étaient prévus dans la Somme pour les amener à Verdun, pour tenir le front de Verdun, et pour, dès le mois de mai 1916, lancer les premières contre-attaques, notamment autour du fort de Douaumont, contre-attaques qui vont échouer, mais qui vont quand même montrer que les Français peuvent reprendre une part d'initiative tactique sur le secteur. Et c'est ça qui va conduire à la transformation de cette opération, de cette double opération voulue par Falkenhayn, en une bataille d'attrition sanglante, sans aucune capacité de déboucher de part et d'autre, et qui sera donc couplée à une autre opération d'attrition sur la Somme. Parce que les Allemands, eux aussi, vont être obligés de jouer le jeu de l'attrition, contrairement à ce qu'ils avaient prévu. C'est-à-dire que pour continuer de lancer des attaques à Verdun, il va falloir continuer d'y amener du monde, alors que je le disais, au départ, ce qui va dans le sens que Falkenhayn n'était pas là pour mener une opération de saignée à blanc, c'est que j'espère que vous avez compris à travers mon propos l'intelligence de cet homme. Il a attaqué que sur une des deux rives de la Meuse, en laissant une partie donc des forces françaises sur la rive occidentale pouvoir tirer en tir de flanquement sur ces troupes qui attaquaient Verdun. Falkenhayn n'est pas un général stratège qui n'a aucune connaissance tactique. Mais puisque son objectif était de nous attirer dans un piège qui provoquerait l'engagement prématuré des Britanniques, il avait décidé de lancer une attaque limitée au départ. Et cette attaque limitée, n'ayant pas provoqué sur le plan opératif la réaction qu'il attendait, eh bien il a fallu transformer cette opération en une bataille d'attrition. Et donc c'est pour ça que quelques semaines après l'attaque initiale, on va enfin avoir une attaque donc sur la rive gauche de la Meuse, et qu'on va avoir un investissement important des réserves allemandes dans ce secteur, ce qui va dégarnir le secteur de la Somme. Et quand les Britanniques et les Français attaqueront le 1er juillet, eh bien on va se retrouver dans un rapport de force à peu près équivalent, parce que l'instruction des forces britanniques est avancée par rapport à février. Ils ont progressé, mais ils sont loin du compte par rapport à ce qu'il fallait pour mener une opération de cette envergure, à la fois au niveau des états-majors, au niveau de l'artillerie, au niveau bien sûr des tactiques des pelotons qui sortent des tranchées en marchant presque au coude à coude. Donc ça va être un match nul, sanglant lui aussi, ça va être le plus sanglant du front occidental, parce que les Allemands, eux, auront dégagé du monde pour aller poursuivre la bataille d'attrition à Verdun. Donc voilà comment il faut comprendre cette histoire du mythe de la saignée à blanc. Je vous renvoie
à la lecture de l'article que j'avais consacré donc à cette question avec plus de détails, plus de précision que ce que je viens de vous donner sur ce site que nous avions créé donc avec le musée de la Grande Guerre et la Société des Amis du musée de la Grande Guerre en 2016. Vous verrez, il y a plein d'articles pour vous évoquer presque au jour le jour les grandes phases de cette bataille de Verdun et donc comprendre pourquoi à la fin 160 000 Français et 140 000 Allemands sont morts pour ce coin de terre si symbolique pour la France, alors qu'on aurait pu, comme pour le saillant de Ypres, on en reparlera là aussi dans une autre émission, se replier, faire un front continu sans saillant, économiser du monde et faire échouer le plan allemand beaucoup plus facilement. Voilà. Alors, j'ai évoqué la guerre des bourgs tout à l'heure dans mon propos. On ne vous oublie pas sur le PDF. J'ai juste eu beaucoup de travail personnel ces dernières semaines et donc j'ai pas eu le temps de finaliser le PDF en termes de mise en page. Donc veuillez m'excuser pour ce retard, pour tous ceux qui sont donc donateurs, puisque vous le savez, on fonctionne sur cette idée que si vous faites un don quel qu'il soit, tous les trimestres, on vous envoie un PDF d'une étude historique originale. Donc jusqu'à maintenant, c'était la bataille jusqu'à la fin janvier, c'était la bataille de Hamburger Hill au Vietnam. Et là, je vous ai annoncé depuis le mois de décembre, je crois, qu'on ferait la guerre des bourgs. Donc ne vous inquiétez pas, on vous a pas oublié. Le PDF, en termes de contenu, il est terminé, mais c'est la mise en page. J'ai vraiment eu aucune minute à moi pour m'en occuper. Donc là, vu que dans mon secteur, c'est un peu les vacances scolaires, j'ai un petit peu plus de temps, puis je suis sur un entre-deux au niveau de mes écritures, puisque vous le savez, j'ai fini mon ouvrage sur la guerre de Sécession il n'y a pas très longtemps. Il y a les lignes de front qui sont aussi terminées, qui sont en cours de montage et de maquettage. Donc là, je pense que d'ici une dizaine de jours, j'aurai eu l'opportunité de le terminer, ce PDF, et de vous l'envoyer pour qu'il soit à la hauteur de ce qu'on avait fait sur Hamburger Hill. Donc avant de nous quitter, comme d'habitude, le coin lecture. Donc le ligne de front est en kiosque depuis 3 semaines, je crois, si j'ai pas perdu le fil du temps. Donc le numéro 107. Un dossier très intéressant de mon camarade Nicolas Pontic, je le rappelle, sur Hitler stratège, et puis 2 papiers de votre serviteur, un sur les unités de la SS en Belgique et en France, aux Pays-Bas, en Belgique et en France en 1940, les débuts, pour beaucoup d'unités SS, les débuts de leur engagement au combat, et puis un papier vraiment très intéressant en cette année du 80e anniversaire de la bataille de Normandie, sur l'un des pires échecs canadiens lors de l'opération Spring fin juillet 1944 contre les défenses allemandes au sud-est de Caen. Franchement, ça vous permettra de mettre une perspective plus profonde encore sur le papier que j'ai signé l'année dernière sur comment percer le front en Normandie pour les Alliés. Et puis, bien sûr, pour terminer, l'incontournable 3e Panzerkorps, toujours disponible. J'en ai que des retours positifs. Encore récemment, il y a des gens qui se sont manifestés en me disant on l'a commandé, c'est vraiment très beau, très riche et très intéressant, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Je vous signale également que j'ai eu des nouvelles du musée MHM 44 de Manet, de Maggie, la compagne de Patrice Dalleru, donc qui a apprécié le petit hommage qu'on lui a rendu la semaine dernière et qui m'a confirmé que le musée va continuer de vivre et que on aura l'occasion donc de s'y retrouver à la fin de l'année pour la grande reconstitution historique qui est organisée donc notamment par l'historien Eddy Montfort, et puis pour ce qui me concerne, venir dédicacer mon ouvrage qui aura le même format que celui sur le 3e Panzerkorps sur la bataille des Ardennes. Voilà, donc je vous remercie encore, et je vais faire une dernière précision qui est aussi un rappel, parce qu'il y a certaines personnes qui me disent oui, vous n'êtes pas forcément un historien, etc. Alors pour ceux qui auraient
loupé, comme on dit, les épisodes précédents, je suis titulaire d'un Master 2 en histoire avec une spécialité en histoire militaire. Master 2 que j'ai obtenu avec mention très bien, qui m'a ouvert les portes d'un doctorat en histoire sur l'armée française pendant la bataille de la Somme. Simplement par rapport à la façon dont se gèrent les attributions de bourse pour pouvoir mener ma thèse à bien, étant donné que je ne suis pas ni certifié ni agrégé, et que en plus de ça, vous le savez pour d'autres raisons, je ne suis pas quelqu'un de très politiquement correct, je n'ai pas obtenu de bourse pour mener ma thèse à bien pour le moment. Voilà, donc les gens qui douteraient de mes grades et qualités d'historien, je les renvoie donc à mon CV, dont je viens de vous énoncer l'essentiel, et puis à mes publications nombreuses et saluées quasiment unanimement par la critique depuis que je sors des livres depuis 2015 et mon premier ouvrage sur la bataille, sur les opérations françaises aux Dardanelles, opérations navales et terrestres. Voilà, je voulais faire cette petite précision parce que vu que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vrai que certains n'ont pas vu les épisodes de l'été dernier quand j'ai commencé et où j'avais décliné mes titres, grades et qualités. Donc voilà, je suis bien sûr un passionné d'histoire depuis toujours, mais je suis titulaire d'un Master 2 et doctorant potentiel. Donc quand on vient me dire oui, vous n'êtes pas un scientifique, etc., je vous laisse à vos considérations, mais sachez qu'elles sont complètement infondées. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir.